Aujourd'hui les amis, on parle de Cicéron. Cicero si vous préférez. C'est donc son cognomen Cicéron en fait, c'est-à-dire son surnom. Cicéron c'est Poincaré, qui est commun à plusieurs membres de sa branche familiale, comprenez. Donc Cicero, ça signifie pois chiche. Première théorie, ça aurait été qu'un ancêtre à lui aurait eu un nez en forme de verrue, et donc un peu de pois chiche finalement. D'où on lui aurait donné le surnom à cet ancêtre. Mais il y a une autre théorie, c'est que toute sa famille, enfin ses ancêtres, c'était des cultivateurs, et ils cultivaient notamment du pois chiche. Et donc on aurait pu, puisqu'ils cultivaient pas mal de pois chiches, leur affecter le surnom de pois chiche. Son père c'est un grinder. En gros il a épousé une femme noble, lui il n'était pas noble justement. Du côté de son père c'est tous des cultivateurs, bon assez riches forcément. Et il épouse une femme noble, ce qui lui permet d'aller à Rome et d'intégrer l'ordre équestre. L'ordre équestre c'est ce qu'on appelle les chevaliers, en gros c'est une strate sociale quoi, qui est juste en dessous de la strate des sénateurs. Donc ça commence à être vraiment solide. Et donc il s'installe à Rome, et il fait fréquenter à ses enfants, notamment Cicéron, toute l'élite en fait romaine, tous les grands artistes, tous les sénateurs, tous les chevaliers, vous comprenez. Tous les maîtres de Cicéron appartiennent à cette fameuse classe sénatoriale, donc la plus haute. Hein. Le plus grand. Et donc les conservateurs, politiquement, s'opposaient aux populares, c'est-à-dire ceux qui étaient plus pour le peuple, qui flattaient le peuple, vraiment des populistes en fait. Par exemple César, c'était un populares. Bon ça c'est pas forcément. Et donc lors de la lutte Marius-Sylla, deux très grands généraux romains, eh bien Sylla c'est le conservateur, et donc Cicéron est de facto un Syllanien. Et donc quand celui-ci prend le pouvoir, Sylla, Cicéron commence sa carrière d'avocat, il a la vingtaine, il est vraiment frais comme un gardon, et là il commence à faire des exploits en fait. Je vous explicite. Le problème, c'est que durant un procès, il défend quelqu'un, et en fait il va se mettre à critiquer Sylla. Mauvaise idée, parce que là Sylla a le pouvoir total en fait à Rome, et donc Cicéron, malin, après avoir gagné ce procès quand même, va partir en exil. C'est le premier exil de Cicéron. Et stratégiquement, il part en Grèce. Et alors la Grèce à ce moment-là, c'est le phare de la civilisation romaine en fait. C'est-à-dire que les Romains, ils ont beau avoir conquéri la Grèce, c'est la Grèce qui les obnubile. Et donc là, il peut apprendre toutes les nuances de la politique et de la philosophie grecque en fait. À ce moment-là, c'est vraiment un maxiflex. Quand tu es quelqu'un de cultivé, tu connais tous les philosophes grecs sur le bout des doigts. Et donc il revient à Rome, avec tout ce bagage culturel précédent. Il devient alors un avocat réputé, et un helléniste vraiment remarqué justement par des forces politiques, notamment les conservateurs donc, dont j'ai parlé plus tôt, qui vont le lancer en politique. Il va donc être placé en tant que questeur en Sicile, et ces Siciliens l'apprécient beaucoup. Parce que à questeur en fait, tu peux faire en sorte, vu que c'est une magistrature, de favoriser la population, ce qu'il fait. Il est très apprécié, et il va les défendre après dans le procès, le fameux procès contre Verrès. En fait Verrès était le gouverneur, en même temps que Cicéron était questeur, gouverneur qui a vachement abusé de la province de Sicile, qui s'est ramené de l'argent pour lui, et donc il va les défendre, il va défendre les Siciliens. Alors c'est un procès très fameux, duquel il sort vraiment auréolé de gloire, parce que du coup il devint Verrès, qui lui-même s'exile en fait, et qu'on ne reverra plus. Dans la politique romaine, c'est ciao. Et alors, en tant qu'avocat, normalement on peut pas être payé pour ce qu'on vient de faire, mais puisque les Siciliens sont très sympas, qu'ils apprécient bien ce gentil move de Cicéron, ils vont lui donner énormément de blé. Et alors le blé à l'époque, ça a une grande valeur, vraiment. Et ce blé, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va l'envoyer à Rome, et va le distribuer à tout, en fait, à la population, au popolo, vraiment aux citoyens pauvres en fait, ce qui constitue un très très bon move, vraiment très stratégique, parce que du coup, puisqu'il flatte les citoyens, il va être élu édile, c'est-à-dire la magistrature juste avant le prétoriat dans le cursus honorum. Donc là, ça commence à être important. Donc intervient un grand méchant, le grand méchant de l'histoire, Catilina. C'est un noble romain en perdition. En fait, il a été gouverneur de la province d'Afrique, d'Afrique du Nord, quoi. Et c'est pareil, un peu comme Verrès, il a ponctionné la province pour lui. Il s'est pris des énormes amounts de money, vous voyez, pour aller flex avec ses bitches. Salut les bitches, ça farte. Et donc, ça pose problème. Parce que du coup, il est rayé des listes du consulat, parce qu'il voulait se présenter comme consul, pour 63. Et il peut pas. Et on leur dit c'est non. Mais alors, vu que c'est un homme louche, et un petit peu smart, il va réunir autour de lui toute une noblesse un peu en déperdition, une noblesse romaine un peu endettée, ce pour former un complot. El Famoso, conjuration de Catilina en 63, pour reprendre le pouvoir en fait, pour lui. C'est fini les institutions républicaines, maintenant c'est un pouvoir personnel quoi, avec ses petits potes. Mais informé par des fuites pas très floues, plutôt très floues en fait, Cicéron fait fermer la ville de Rome, parce que les partisans de Catilina se réunissent en Étrurie, au nord de Rome, et donc il fait fermer la ville, Cicéron, et il fait passer un senatus consulte qui lui donne les pleins pouvoirs à Rome pour gérer la crise, parce que quand même c'est vraiment une conjuration qui a pour but de faire un coup d'état. Conjuration de Catilina, c'est pas des blagues. Et alors là, il va tenter un coup de ouf, vraiment un bluff, un all-in. Il arrive au Sénat et il va prononcer la première catilinaire. Donc là, il y a Catilina qui est présent dans le Sénat, parce que c'est quand même un sénateur. Il fait que de l'accuser en boucle, il lui dézingue la gueule, vraiment. Devant tout le monde. Et alors là, Catilina fait sa plus grosse erreur, c'est qu'il s'enfuit. Parce que bon, lui, il sait qu'il est
il est coupable. Cicéron aussi, mais Cicéron n'avait aucune preuve. Et donc jusqu'à la fuite de Catilina, c'était assez indécis en fait. Dans les jours suivants, Cicéron prononce sa deuxième catilinaire, qui promet en fait au peuple romain, il le fait devant le peuple romain, qu'il va châtier les opposants. En fait. Dans la troisième catilinaire, il les a arrêtés, il en fait rapport au peuple de Rome, au popolo, et dans la quatrième catilinaire, il annonce la mise à mort des conjurés. Justement, le Sénat signe leur exécution juste après, et c'est fait. Bon, le truc c'est que Catilina en fait il n'avait pas été arrêté à ce moment-là, c'était juste ceux qui étaient restés à Rome et lui il va continuer de se battre un peu avec ses petits potes toujours au nord de Rome là, et finalement un an plus tard à Pistoia, donc en 62, c'en est fini, il se fait tuer à ce moment-là. La fame de Cicéron elle est vraiment au maximum parce que le mec vient vraiment de déjouer un complot, c'est le républicain, le démocrate. C'était pas une démocratie, je vous avais pas précisé, mais rappelez-vous que le père de Cicéron n'était pas de rang équestre ni sénatorial, et justement lui Cicéron il a atteint le consulat, ce qui est la magistrature suprême. Et donc, de ce fait, on le considère comme un homo novus. Un homo novus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont dans la famille il n'y a pas eu de consul avant et qui lui-même est consul et du coup intègre la noblesse vraiment la plus haute de Rome. Opportuniste, il va soutenir Pompée, le général Pompée, qui a atteint un niveau de notoriété fantastique à l'époque romaine, à peu près équivalent à celui de César. Justement, lui qui va se battre contre César. Et en fait, il va l'aider. Cicéron va aider politiquement le petit Pompée quand celui-ci s'occupe d'asmater militairement tout ce qui bouge. Littéralement, comme ces putains de moustiques que je... Alors là, intervient un moment pas très glorieux, c'est qu'il va s'opposer à Claudius dans un procès, Claudius qui sera un futur consul, et donc là ça se passe mal, parce qu'en fait il perd son procès contre un personnage important, et il est contraint à l'exil, et même on l'exproprie en fait de ses possessions, de ses richesses, sa maison est rasée. À son retour il fait pas trop de bruit, mais sa carrière d'avocat persiste en fait, parce que là il se détache un peu de la politique, puisque bon, ça c'était avant, et maintenant... Avec l'affaire Claudius, vraiment, il est brinque-ballant, cliquetant. Enfin, il continue en tant qu'avocat à défendre un peu des pauvres citoyens, ce qui fait qu'il s'oppose à des leaders politiques. Et encore une fois, il part en exil, pratique récurrente, je vous le dis, je vous le jure. À ce moment-là, justement, il devient proconsul de Cilicie, c'est-à-dire une province à l'est, vraiment en Asie mineure, pas très loin des Parthes. Bon, c'est pas la meilleure position du monde, parce que c'est pas une des plus grosses provinces. Et en même temps, bon, ça lui permet d'être en exil sans avoir tout perdu en fait. À son retour en 51 de Cilicie donc, c'est la lutte à Rome, enfin en Italie même, entre Pompée et César. Bon alors, comme dit plus tôt, il a pris le parti de Pompée. De toute façon c'est un gros conservateur, hein, donc il va pris le parti de Pompée. Bon, ça se passe mal, hein. Pompée se fait fumer la gueule, hein, comme vous le savez. Comme vous le savez bien. Mais César, magnanime, lui pardonnera ce mauvais choix. Et à partir de là, c'est fini la politique, enfin, il a compris qu'il n'était pas tellement talentueux là-dedans, et donc il se dit que vaut mieux passer à autre chose. Et autre chose justement, c'est la littérature, la philosophie, et donc là, tel un gros barbu grec philosophe, il se met à écrire des textes tout le temps et il part un peu en retraite intellectuelle. C'est notamment des traités de rhétorique et de philosophie très connus et les famosos De Amicitia et De Natura. Bon après vous connaissez, César est tué et après il y a un petit fight, enfin il y a un... Si. Globalement, il s'oppose politiquement les petits Césarions, voilà, Marc-Antoine et Octave, tout ça, vous savez. Et donc au départ, ces deux-là, ils s'opposent un petit peu. Ils sont en confrontation. Et Cicéron prend le parti de Marc-Antoine, toujours le perdant dans l'histoire. Il est vraiment idiot. Notamment car, en fait, la femme de Marc-Antoine, c'est Fulvia, qui est la veuve de Claudius, son ennemi juré. Pour l'instant, c'est cohérent. Le problème, c'est que Fulvia, elle déteste Cicéron. Et donc, elle va à tout poucave, en fait, à son petit mec, là, son petit Marc-Antoine, qui, comme un petit chien-chien, va fumer Cicéron. Une dialectique conflictuelle qui s'impose et qui commence. Dans 14 discours. 14. Il termine Marc-Antoine. Bon, il le met dans une sauce, mais gigantesque. Cicéron est en forme à ce moment-là. De toute façon, ça a toujours été son fort, les discours, globalement. Mais gros problème, ça arrive avant le triumvirat. Et justement, après, il y a triumvirat entre Lépide, Marc-Antoine et Octave. Et du coup, Octave, bon, il accepte que les ennemis de Marc-Antoine soient éliminés, même si ce sont ses partisans. Et donc, il accepte que Cicéron se fasse éliminer par Marc-Antoine, ce qui est fait, hein, globalement. Marc-Antoine envoie 2 petits assassins pour fumer Cicéron. Et Cicéron va se faire fumer, se prendre une épée dans le bide, cracher mort. Il se fait couper la tête et les mains qui sont exposés au forum romain. Pour vous dire à quel point les Romains, c'est quand même des gros barbares. Donc il n'y a pas que les médiévaux pour faire n'importe quoi, ou des dégueulasseries pareilles. À propos de son œuvre, elle est complètement osef en fait. J'en ai rien à foutre parce que politiquement, il défend en gros un trio monarchie, oligarchie et démocratie. Un peu comme Polybe en fait. Bon, le mec a un siècle de retard quoi. Et bon, en vrai, à l'époque, c'était un peu novateur. Ok. Mais aujourd'hui, c'est moins intéressant. J'abuse un petit peu parce que c'est un des plus grands auteurs latins. Par son style et par le fond. Et en fait, par son côté vraiment gréco-romain, littéralement. Parce que c'est un helléniste notoire. Et c'était quand même un vrai polygraphe, un polygraphe originel, quoi, vraiment très haut IQ, et qui a su bien mixer tout ça et nous donner des choses intéressantes. C'est pas anodin, s'il est toujours étudié aujourd'hui, notamment pour sa rhétorique, le mec a inspiré, quoi.
Autant vous dire qu'à la Renaissance et au Moyen-Âge, c'est une star ce mec. On le retient aussi pour une correspondance particulièrement fournie, enfin qu'on a beaucoup retrouvée, et notamment surtout sa vision en fait de l'amititia, c'est-à-dire une amitié mais différente, dans un sens plus utilitaire que amoureux. Ah oui, alors si vous voulez plus de renseignements sur sa pensée, allez voir les podcasts de France Culture que je vous mets là. C'est encore du lourd et j'ai pas envie de faire le peu au roquet. Donc allez consommer sur les ondes et les fréquences. C'est la fin de la vidéo les zouzous. Donc à dans 2 semaines, toujours. Bisous.